Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous vous souvenez peut-être, il y a 15 jours, nous avons ouvert cette émission sur un quotidien, sur un journal. Aujourd'hui, je vous propose en guise d'introduction deux couvertures de magazines. En effet, si l'écran témoin avait une couverture, elle ressemblerait cette semaine à celle de ces deux magazines français. Globe de ce mois d'avril, spécial homosexuel, et VSD de la semaine dernière avec à la une les transsexuels. Ambivalence, ambiguïté ou tout simplement une question d'identité. Se réaliser, devenir soi-même, ce n'est pas évident pour tout le monde, notamment du point de vue sexuel. Elle, c'était il. Elle fut homme avant d'être femme, Jean avant d'être Maude, transsexuelle, prostituée et avocate. Maude Marin a raconté sa vie dans Le Sceau de l'Ange, où l'histoire de ses trois naissances, biologique, psychologique et enfin juridique. Elle, par contre, c'est bien elle, et depuis toujours. Sa différence à elle, elle préfère les femmes. Témoin ce titre, le premier d'une série de livres sur le lesbianisme, signé Elula Perrin. Après Les femmes préfèrent les femmes, elle a écrit Tant qu'il y aura des femmes, Alice au pays des femmes et Mousson de femmes. Les femmes préfèrent les femmes, les hommes préfèrent les hommes. Quoi de plus naturel, s'il faut en croire le rapt de Ganymède, le nouveau livre de Dominique Fernandez. Après plusieurs romans sur ce même thème, dont le prix Goncourt 82, Dans la main de l'ange, Dominique Fernandez nous livre une histoire de l'homosexualité masculine à la lumière de la création artistique. Être d'un sexe et vouloir en changer, préférer en amour un autre pareil à soi, qu'en pense la science? Nous avons invité un endocrinologue, le docteur Jean-Jacques Legros, secrétaire de la Société internationale de psycho-neuro-endocrinologie et un psychologue, auteur de plusieurs travaux sur l'identité masculin et féminin chez l'enfant et plus récemment la Société Pygmalion. Pierre Tappe est professeur de psychologie sociale à l'Université de Toulouse-Le Mirail et président de la Société française de psychologie. Enfin, une sociologue, également parmi nous ce soir, Bernadette Baouin, chargée de cours à l'Université de Liège, pour nous éclairer sur la mobilité des sexes dans la vie sociale. Victoire féministe dans le domaine du travail, conquête des nouveaux pères dans l'éducation et la garde des enfants. Sommes-nous, comme certains le prétendent, à la veille d'une indifférenciation des sexes? Bernadette Baouin, auteure par ailleurs d'une étude récente sur les familles, le mariage et le divorce, nous donnera son avis. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, allez-y. Vos avis, vos témoignages, vos questions au 041 41 42 42 où vous attendent Willy Le Sur et notre équipe d'écoute. Pierre Kroll, lui aussi, est prêt. Adam et Ève résisteront-ils à ces feutres endiablés? Réponse à la fin de cette émission. Tel Adam, Ève et le diable, voici un trio tout à fait infernal. Gérard Depardieu, Michel Blanc et Miu Miu dans Tenue de soirée de Bertrand Blier. Tenue de soirée pour la première fois à la télévision, mais j'insiste, avec, comme on dit, les réserves d'usage. Certaines situations dans ce film peuvent en effet heurter certains d'entre vous. Mieux vaut vous prévenir. À tout à l'heure.
Voilà. À la sortie de son film en 86, Bertrand Blier confiait « Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les sexes vont dire « je t'aime » en l'an 2000 ». Gageons que nos invités ont, d'une manière ou d'une autre, leur idée sur la question. 21 ans après 68, où en est le droit d'aimer librement, et en particulier celui d'aimer un autre ou une autre du même sexe, la réponse au féminin avec Élula Perrin, auteur de « Les femmes préfèrent les femmes » et de bien d'autres livres sur le lesbianisme, et la réponse au masculin avec Dominique Fernandez, dont Le rapt de Ganymède, qui vient tout juste de sortir, traite, comme plusieurs de ses précédents romans, de l'homosexualité masculine. Cette fois, c'est un essai que Dominique Fernandez nous propose sur les modèles homosexuels à travers l'histoire. Aimer librement, choisir librement ses amours, voilà le premier droit dont il sera question ce soir. L'autre, très différent, mais tout aussi important, concerne non plus le libre choix de sa sexualité, mais le libre choix de son sexe. Transsexuelle, avocate et prostituée, Maude Marin a fait le saut de l'ange. C'est le titre de son premier livre, paru l'an dernier, où elle raconte ses 3 naissances, sa venue au monde sous le prénom de Jean, son opération à l'âge de 29 ans et la reconnaissance judiciaire de son changement de sexe 4 ans plus tard. Une triple naissance qui, on l'imagine, signifie aussi beaucoup de souffrance. L'identité sexuelle, les rôles qu'elle implique dans la vie affective et sociale, c'est le domaine de prédilection de Pierre Tappe, professeur de psychologie sociale à l'université de Toulouse-Le Mirail. Co-directeur du laboratoire Personnalisation et Changements sociaux, Pierre Tappe a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, masculin et féminin chez l'enfant, et plus récemment, la société Pygmalion, avec un point d'interrogation. Pierre Tappe est par ailleurs président de la Société française de psychologie. Autre discipline interpellée par notre débat de ce soir, l'endocrinologie. C'est la raison de la présence à nos côtés du docteur Jean-Jacques Legros, un des grands spécialistes belges de ces questions. Jean-Jacques Legros est secrétaire de la Société internationale de psychoneuroendocrinologie. Enfin, au-delà de la trans et de l'homosexualité, nous aborderons également ce soir la question des rôles sociaux correspondant chez nous au sexe d'Adam et au sexe d'Ève, conquête du féminisme et victoire des nouveaux pères. Va-t-on, comme certains le prédisent, vers la confusion des sexes? Bernadette Baouin, chargée de cours et sociologue à l'Université de Liège, nous aidera à réfléchir. Auteur d'une thèse sur la mobilité des femmes, Bernadette Baouin vient de publier une étude très fouillée sur le mariage et le divorce dans les familles d'aujourd'hui. Et vous, que pensez-vous de tous ces sujets? Comment en particulier avez-vous reçu le film de ce soir? Nous nous tournons vers les questions des téléspectateurs interprétées et relatées par Willy Le Sur. Willy. Oui, vous devinez bien, Edmond, que le film a été ressenti par certains comme, je cite, agressif et vulgaire. Je vous fais grâce, bien entendu, des noms d'oiseaux et même des menaces et des injures encaissées par les téléphonistes, en dépit, il faut quand même le rappeler, d'une mise en garde et de réserves très explicites faites sur notre chaîne par la speakerine, et à noter aussi quand même au passage ce petit paradoxe des appels offusqués alors que le film durait déjà depuis 1h10, 1h15. Des appels aussi, ils sont quand même beaucoup moins nombreux, beaucoup plus rares, pour dire qu'il est bien de montrer la réalité et qu'il ne faut surtout pas masquer ce type de vérité. Maintenant, pour les questions. Eh bien, une téléspectatrice, mariée, 3 enfants, grand-mère, nous dit que l'homosexualité est affaire personnelle, sans étalage public. Et elle met un peu en cause l'effet médiatique qui la dérange, dit-elle. Mais qui la dérange parce qu'il est dangereux, il peut en tout cas être dangereux pour des esprits faibles. Une autre téléspectatrice nous dit qu'il faut réclamer le droit à l'indifférence, loin des shows et des mises en lumière. Le discours, je dirais aussi habituel, les homosexuels, les transsexuels sont des désaxés, ce sont des anormaux.
Et puis des interrogations de type scientifique pour remettre peut-être les choses au point. Y a-t-il, par exemple, nous demande-t-on, un moment critique dans le devenir sexuel d'un enfant? Le phénomène de l'homosexualité est-il physiologique ou bien est-il culturel? S'accroît-il avec la libération des mœurs? Et enfin, pour ce premier lot de questions, une interrogation de type sociologique. Est-ce que les rôles sexuels ne sont pas fixés par la société et est-il tellement simple et tellement facile alors d'en sortir? Bien alors, le film, difficile de passer à côté, on ne va pas faire ici le procès d'un cinéaste absent. Il est vrai que quand on fait un métier public, on prend des risques. Dominique Fernandez, dans Le Rapt de Ganymède, vous parlez à plusieurs reprises de tenue de soirée. Vous écrivez notamment que ce film exhibe les stéréotypes les plus éculés. Oui, j'étais d'ailleurs consterné de le revoir. C'est un film brillant, en tout cas au début, et puis qui sont dans une profonde vulgarité française, je dois dire, qui me fait honte. Mais surtout, ce que je lui reproche, ce qui est grave, c'est qu'il présente des homosexuels l'image la plus éculée, c'est-à-dire ce sont des folles qui se peignent, qui s'habillent en femmes. Il y en a peut-être 1 pour 1000 comme ça. Ça ne reflète absolument pas ce que c'est que le vrai homosexuel. Et ça conforte surtout le grand public ignorant. D'ailleurs, les questions qu'on a entendues prouvent l'ignorance quand même de beaucoup de gens encore. Croire que les homosexuels sont tous en effet des détraqués, des gens complètement piqués, des gens qu'on reconnaît dans la rue tout de suite parce qu'ils ont des plumes sur la tête. Il manquait juste que les plumes, là. Moi, je suis triste de voir que le cinéma, depuis 70 ans qu'il existe, ne véhicule que 2 images exclusives de l'homosexuel, à part 2 seuls films, ou bien l'image pathétique, c'est une épave qui se suicide, c'est Visconti, c'est Fassbinder, c'est Chéreau, ou bien l'image rigolote, comme ça, et vulgaire, c'est La cage aux folles. Dans ce film-là, n'est qu'un surgeon, au fond, c'est l'escalier, autrefois, c'est-à-dire des messieurs qui ont des lubies, comme ça, qui sont complètement braques. Enfin, vous auriez préféré Mort à Venise, par exemple? Oui, Mort à Venise, c'est un beau témoignage sur l'époque ancienne de la culpabilité, de la honte, de l'impossibilité. C'est un document historique. J'aurais préféré La loi du désir de Almodovar, qui est le seul film moderne, vraiment, sur l'homosexualité. On voit des gens qui s'aiment, peu importe qu'ils soient du même sexe ou d'un autre, c'est une histoire d'amour, une histoire de passion. Et c'est ça qu'il faudrait montrer. Ça m'a fait, à votre avis, ce film, enfin, ou ce genre de film, c'est un hasard ou c'est le fruit d'une évolution? Vous dites quelque part dans le livre que la création vit de contraintes et meurt de liberté. Oui, alors là, si j'ai bien justement, compris, on a acquis la liberté pour les homosexuels. Oui, on a acquis la liberté, mais on peut faire des films comme ça qui sont une espèce de subculture qui frise la pornographie. Et c'est pas... c'est affreux, ce film. Je trouve que c'est un film très nocif, en fait, parce que sous l'apparence de liberté, il charrie mais les vieux lieux communs, les plus triviaux, et surtout tout le grand public qui se croit hétéro, enfin, va dire « Ah bah heureusement que vous n'êtes pas comme eux, parce que c'est effrayant, vous voyez ». C'est ça qui est grave. Il faudrait montrer que maintenant une image positive, enfin une image vraie, une image naturelle. Les homosexuels sont exactement comme les autres. Ça ne veut pas dire que vous regrettez le temps de l'étoile rose, quand même. Ah non, je suis très heureux comme homme et comme citoyen qu'il y ait la liberté relative, parce que, vous savez, si vous allez à l'usine ou à la campagne, je ne crois pas qu'elle soit très répandue, cette liberté. Mais évidemment que si dans l'art, ça donne uniquement ce déballage de lieux communs, c'est une perte pour l'art, pour la culture, pour la pensée, enfin. On aurait pu peut-être, dans le cadre de cette émission, notamment sur l'homosexualité, vous présenter un film sur le lesbianisme. On aurait eu bien du mal, à vrai dire, Lila Perrin. Ah oui, on aurait eu beaucoup de mal parce que je réponds en même temps à cette dame qui craint que ses petits-enfants, par ce genre de film, soient atteints par une espèce de prosélytisme des homosexuels et se disent « je vais devenir homosexuel parce que le film me les présente ». Ce n'est pas le cas, enfin, me les présente d'une façon sympathique. Absolument, oui. Mais je crois qu'au contraire, il faut que nous parlions, il faut que des gens comme Dominique Fernandez ou comme moi, puisque nous sommes à peu près les seuls que les médias reconnaissent actuellement, nous puissions nous montrer et prouver effectivement que nous sommes des gens comme les autres, que nous avons une sexualité différente, c'est-à-dire que dans notre cœur, une fois la porte de notre chambre close, c'est une femme ou un homme qui partage notre vie, mais qu'à part ça, nous sommes des êtres humains et des citoyens comme les autres, que nous travaillons, que nous payons des impôts et que dans la rue, nous ne sommes absolument pas différents. Donc je ne pense pas qu'un débat comme celui-ci puisse donner envie à des enfants qui ne se sentent pas homosexuels, l'envie de le devenir. Mais par contre, si des enfants se sentent homosexuels, et ça je pense que ce sont ces messieurs qui en parleront tout à l'heure, si l'on est homosexuel
et que l'on a peur, parce que la société nous brime encore beaucoup, si on a peur de s'affirmer, de s'épanouir, peut-être que le débat de ce soir amènera des femmes mariées, même, à reconnaître qu'elles ne sont peut-être pas très bien dans leur peau et qu'elles auraient été mieux dans une peau différente, comme il y a beaucoup de lesbiennes qui seraient également beaucoup mieux mariées parce qu'elles ont choisi une voie qui n'était pas la leur. Alors, le stéréotype principal, celui que l'on rencontre le plus souvent dans l'opinion répandue à propos de l'homosexualité, Dominique Fernandez, est celle qui prétend que l'homosexualité est par définition contre nature. Oui, alors, c'est là, je m'assure, avec la dernière énergie. C'est vraiment, ça c'est tout pouvoir dominant institue des marginalités et des hérésies. On déclare qu'un tel est à rejeter parce qu'il est simplement différent. Alors, en cours d'histoire, il y a eu les Juifs, il y a toujours, malheureusement, souvent les Juifs, il y a les Noirs, il y a les Arabes, ça dépend des civilisations, ça dépend des cas. Autrefois, même les femmes étaient considérées comme anormales, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas des hommes. Avant le féminisme, même pour Freud, il définit la femme comme quelqu'un à qui manque l'organe masculin. Aujourd'hui, ça nous fait rire, mais enfin, ça a été le fond de la culture occidentale. Donc, tout pouvoir crée des... Alors, on déclare que les homosexuels sont contre nature, ça veut dire simplement qu'ils ne seront pas reconnus par le pouvoir dominant. Alors que l'homosexualité est totalement naturelle, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est dans la nature, je veux dire que tout être, d'abord, est né bisexué, et puis il y a une tendance qui l'emporte, sous la pression sociale d'ailleurs essentiellement, parce que si on laissait les gens complètement libres, sans aucune pression culturelle de l'école, des parents, etc., des films et des chansons et de tout, on ne sait pas où la majorité irait. Ça, j'ai des doutes là-dessus. En tout cas, oui. Attendez. Écoutez, je constate, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, Le rap de Ganymède, je constate qu'il y a une pression de la société en faveur de l'hétérosexualité, car dès la petite fille, on dit tu seras une femme, au petit garçon, tu seras un homme, et puis dans la chanson, dans le cinéma, si vous lisez des livres, tous les grands mythes, depuis Tristan et Iseult jusqu'à Depardieu à Gianni, c'est Gabin, Dietrich et Roméo et Juliette, ce sont uniquement des mythes hétérosexuels. Comme si on avait peur que, sans ces modèles culturels et prestigieux, eh bien, l'homme ou la femme laissé seul irait plutôt vers son sexe. Précisons quand même, parce que les mots sont importants à ce stade aussi. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Dites-vous « On ne naît pas hétérosexuel, on le devient ». Oui, je pense on devient homo ou hétéro, on devient à mesure qu'on grandit, puisque quand on est, on n'a pas de donc vous ne dites pas l'homosexualité est la règle, ce que certains ont compris. Non, moi je ne dis jamais ni règle ni norme, ce sont des mots abominables. Car si vous dites norme, vous dites qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans la norme. Docteur Legros, la nature, puisqu'on vient de l'interpeller, est-ce qu'elle a des règles, des lois fondamentales à ce point de vue? Oui, fondamentalement. À partir du moment où la conception est là, on a vu rencontrer un spermatozoïde, il y a des chromosomes qui vont intervenir et créer des gonades, et c'est la gonade qui va agir très très tôt, donc dans les premières semaines de la conception. Et je dirais la voie naturelle, c'est que la gonade masculine masculinise d'abord l'extérieur, le phénotype du fœtus, et masculinise également le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va être imprégné, recevoir une espèce d'impression photographique qui fera, ça c'est sur des études disons, scientifiques, en particulier animales qui le montrent, qui fera que plus tard, au moment de l'enfance, mais surtout au moment de l'adolescence et au moment de la puberté, un comportement inné apparaîtra. Donc je crois qu'il y a quand même un comportement inné de type masculin dans le cas précis. En l'absence d'hormones masculines et en présence de petites quantités d'hormones féminines, le comportement inné sera de type féminin. Ça, c'est, je dirais, la nature. Vous parlez de l'identité de genre, là. Ça, c'est l'identité de genre, mais bon, ça ne... Non, on n'est absolument pas... avec notre sujet, ça. Moi, je suis très masculin. J'aime les hommes, je suis masculin. Je veux dire, c'est que M. Bachet demande, c'est oui. si la nature a déjà une espèce de schéma préétabli. Est-ce qu'elle a programmé les attirances, en clair? Alors... Attendez, posez la question aux scientifiques. Attendez, parce que c'est intéressant, peut-être, si vous interpellez la nature, peut-être le docteur Legros peut-il nous éclairer. Est-ce que la nature programme les attirances, oui ou non? Non, il hésite. Attendez, laissez-le répondre. Je crois que pour savoir ce que la nature fait, il faut s'intéresser à des cas où la société, la force, comme vous l'avez dit, la force de la société n'intervient pas. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, il faut s'adresser alors à des animaux, bien entendu, et il est certain que chez
des animaux, que ce soit depuis le rat de laboratoire jusqu'au singe, il est certain que le programme naturel le plus fréquent, c'est le programme hétérosexuel. Mais néanmoins, on connaît dans certaines études récentes qui sont consacrées non seulement à la sexualité génitale, mais également à l'affectivité, à l'amour au sens large, on connaît des animaux qui peuvent faire des paires homosexuels, où l'affectivité, qui se traduit d'ailleurs par des critères précis que l'on peut mesurer, l'affectivité peut être homosexuelle. Néanmoins, c'est une exception. Je crois qu'il y a néanmoins un programme de départ. Oui, mais pas une exception. Parce qu'il intervient. Vous parlez des animaux très tôt dans votre livre. C'est Gilles qui en parle.